Bonjour, Bénédicte Savoie. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Vous êtes professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, autrice de nombreux ouvrages, dont Restituer le patrimoine africain, copublié avec l'intellectuel sénégalais économiste également Felwine Sarr. C'est ce fameux rapport commandé par Emmanuel Macron sur la restitution des œuvres africaines volées pendant la période coloniale. Mais vous êtes là ce matin sur notre plateau pour parler de ce livre, Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite coloniale. C'est publié chez Seuil. Il vient de sortir en français après une première parution en Allemagne au printemps 2021. Pourquoi l'Allemagne? Je vis en Allemagne depuis une trentaine d'années, d'une part, et d'autre part, le débat sur la restitution des biens culturels à l'Afrique est très vif en Allemagne. C'est étonnant, mais l'Allemagne a eu aussi des colonies, le Togo et le Cameroun, qui se sont interrompus il y a 100 ans déjà. Mais les Allemands sont habitués à remuer les mémoires difficiles et depuis quelque temps, ils sont à fond dans ces sujets-là. Voilà pourquoi l'allemand. Ce document a provoqué une onde de choc. Si on a bien compris, un très très vif débat en Allemagne. On a parlé de scoop en ce qui vous concerne, parce que pour la première fois, vous avez pu démontrer que, contrairement à ce qui avait été affirmé, notamment par des institutions célèbres en Europe, les demandes de restitution des œuvres volées, spoliées, remontaient à très longtemps, aux années 70. Exactement. Au moment des indépendances, les pays africains se mobilisent, des hommes politiques, des artistes, des écrivains, pour demander le retour de leur patrimoine qu'on leur a spolié. Et ça a été très très vif en Afrique. Ça a été un débat qui ensuite est allé aux États-Unis, à l'ONU, puis qui est revenu en France, à l'UNESCO, qui a vraiment eu un grand moment et il a été étouffé, notamment par les musées d'Europe. Et aujourd'hui, quand Felwine Sarr et moi avons découvert dans les archives un rapport qui ressemblait beaucoup au nôtre, mais qui datait de l'époque où nous étions des petits-enfants qui allions en CP, on a été vraiment choqués et j'ai voulu reconstituer ce premier débat. Et votre enquête revient sur ces premières demandes de restitution. Une période bien spécifique vous a intéressé, 65-85, pourquoi? 65, c'est le premier grand manifeste publié dans une revue qui était publiée à Dakar à l'époque, qui s'appelle Bingo, et le premier grand texte qui s'appelle Rendez-nous notre art, de Paulin Joachim, qui est le premier à réclamer très clairement. Et puis, en 85, après 20 ans de demandes, de beaucoup d'initiatives, même le prix Nobel de littérature futur Wole Soyinka au Nigeria va prendre position, etc. Après 20 ans de demandes intensives, on voit l'énergie s'épuiser, et puis dans le contexte africain des années 80 aussi, un peu la fuite des cerveaux, et tout ça s'épuise, s'arrête, et les musées européens en profitent pour étouffer même le débat. On ne s'en souvient plus après. Vous parlez d'oubli organisé, d'oubli organique quasiment. Absolument. C'est non seulement un échec post-colonial, un échec de l'Europe, bien sûr. C'est l'Europe qui n'a pas réussi à régler cette question de justice patrimoniale au moment où il aurait fallu le faire, au moment des indépendances. Mais c'est aussi donc un échec, mais un oubli, oubli organisé, puisque chacun fait en sorte, dans les institutions européennes, que ce sujet ne retourne surtout pas dans les médias, soit absolument top secret. D'ailleurs, quand on est dans les archives, tout est tamponné top secret. C'est très intéressant de voir ça. Donc l'Europe, Bénédicte Savoie, va tout faire pour que ce débat n'ait pas lieu. Les biens sont rendus inaliénables, donc propriété des États qui les ont captés, volés, spoliés. Et puis, finalement, on dira également que les États n'ont rien demandé, etc. Comment est-ce que finalement ce couvercle-là va finir par sauter à un moment donné? Alors, à mon avis, un débat comme celui-là, tel qu'il a été mené dans les années 70, était si puissant parce que, à la fois, les musées empêchent qu'on en parle, mais les médias, la télé, TF1 à l'époque, la BBC, etc., on parle beaucoup, eux, sont du côté des Africains plutôt, en Europe. Et comment ça ressort? Un petit peu, vous savez, comme ces boomerangs qu'on croit avoir lancés loin de soi, et puis qui reviennent avec une force décuplée et qui ont heurté là les sociétés européennes. Pourquoi? Notamment parce que la République du Bénin, en 2016, a remis le sujet sur la table, et que cette fois, 60 ans après, les sociétés européennes ont fait des progrès et considèrent qu'il faut avoir un meilleur avenir avec les anciennes colonies. Bénédicte Savoie, on va revenir dans un instant sur 2018 avec Emmanuel Macron et son discours sur Ouagadougou. Mais ce que j'ai relevé également dans votre livre, c'est que effectivement, ce débat a été étouffé. On a tout fait pour que la question ne ressurgisse pas. Mais les points de vue n'étaient pas si unanimes que ça, puisque entre les ministères des Affaires étrangères et les ministères de la Culture,
il y avait des points de vue divergents. Je vois que vous avez exactement lu le point. En fait, il ne faut pas penser que c'est les Africains contre les Européens ou les musées contre... C'est plutôt des lignes qui nous étonnent. Donc, en effet, vous avez raison. Souvent, les ministères des Affaires étrangères qui ont des ambassades à Lagos, à Dakar, à Cotonou disent « les demandes sont légitimes, allez-y les musées européens, lâchez et prêtez ». D'ailleurs, au début, les demandes, c'est simplement des demandes modestes, des prêts à long terme, etc. Et du côté des ministères de la culture, de l'intérieur qui défendent les musées européens, en revanche, et les musées eux-mêmes, à part quelques-uns, bloquent totalement et organisent juridiquement l'inaliénabilité de ces pièces pour surtout ne plus avoir à parler de cette question. Pour qu'on se souvienne bien, Bénédicte Savoie, on parle quand même de spoliation de 90 à 95% du patrimoine artistique africain. En 2018, Emmanuel Macron, son discours de Ouagadougou, tout bascule et dans la foulée, le Bénin récupère une partie des trésors royaux d'Abomey, 2,5 tonnes d'œuvres. Comment est-ce que vous, qui avez fait ce travail-là, vous avez vécu ce moment-là? Je l'ai d'abord vécu comme quelque chose qui vient du Bénin. On a eu un peu tendance beaucoup à dire c'est Emmanuel Macron. Oui, mais Emmanuel Macron a été d'accord, après le gouvernement précédent qui avait refusé la demande du Bénin, mais il a été d'accord pour ouvrir le débat, pour parler de restitution. Ce que j'ai vécu, pour ce qui me concerne, en l'ayant vu de près, c'est une grande intelligence tactique, diplomatique, intellectuelle des équipes béninoises autour du président Talon, autour du ministre de la Culture, qui ont été assez fins et assez insistants, et puis l'ambassadeur du Bénin ici à Paris, Angelo Dan, qui ont été vraiment, qui ont trouvé le biais pour entrer dans le sujet. Et ce qui m'a beaucoup touchée, évidemment, et c'est un cas unique dans le monde, c'est que ces pièces, vous évoquiez 2,5 tonnes des trésors royaux d'Abomey, sont revenues physiquement au Bénin. C'est le seul pays. Dans la suite, l'Allemagne, la Belgique ont annoncé des restitutions. Qui ont été exposés par la suite au palais présidentiel à Cotonou. Désormais, les chantiers liés aux restitutions sont ouverts. Il n'y a quasi plus de tabou, peut-être. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'irréversible? On peut vraiment parler d'une chute du mur de Berlin de la restitution. C'était une expression du ministre de la Culture de l'époque au Bénin. Il y a un avant et un après. Ce mur du non-niet qui avait été opposé aux demandes africaines depuis les indépendances a une large brèche. Et certains pays sont de l'autre côté. Le Bénin, la France, le Nigeria, l'Allemagne. Et puis certains sont en train de casser le reste du mur, par exemple au Cameroun. Qu'est-ce qu'on sait des inventaires, des collections disponibles? Parce que est-ce que déjà ils sont exhaustifs? À un moment donné, ce qui m'a marqué, c'est que on retrouve ces œuvres-là au Vatican. Ça, c'est une autre question qui s'ajoute à la question coloniale, c'est celle des missions religieuses, qui, donc, non seulement les missions catholiques, avec le Vatican comme centre, comme cerveau, comme big brain, mais d'autres missions, les missions protestantes, celles de Bâle, etc., se sont appropriées beaucoup, elles aussi, le patrimoine. Donc il y a une superposition entre les musées publics et les musées missionnaires. Tout ça marche ensemble à l'époque. Mais sur la question des inventaires, voilà, le Vatican, par exemple, c'est un grand point d'interrogation. On connaît mal les collections du musée ethnographique du Vatican. Il est fermé depuis très longtemps. D'autres pays ont fait des efforts de transparence. Ça concerne la France. Le musée du Quai Branly a une base de données extra qu'on peut regarder le soir chez soi. Voilà. En revanche, les musées allemands ont tout fait pour ne rien raconter sur ce qu'ils possédaient, pour ne pas éveiller de désir de reprise. Sur le vocabulaire employé autour de cette question-là, on dit quoi aujourd'hui? On dit restitution, transfert, circulation? Ça dépend de qui parle. Quand je parle, quand Felwine Sarr, mon collègue, parle, nous parlons de restitution, parce que le mot restitution encapsule de l'histoire. Il nous dit qu'il s'est passé quelque chose, qu'on va restituer dans le présent pour changer l'avenir. Si vous parlez de circulation, vous faites comme si c'était rien passé dans l'histoire. Et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est cette période coloniale qui a été une période d'extraction massive du patrimoine culturel. Donc restitution, c'est dire on reconnaît qu'il y a une histoire qui ne s'est pas bien passée et qu'il faut réparer pour une meilleure éthique de la relation. Bénédicte Savoie, sans se faire l'avocat du diable, en quelques secondes. Les anti-restitutions aujourd'hui, qui sont-ils? Quels sont leurs arguments? Ils sont de moins en moins nombreux et leurs arguments sont de plus en plus minces et de moins en moins convaincants, disons. Il y a quelques années encore, il y a 5 ans, on entendait dire que les Africains ne savent pas ce que c'est que le patrimoine, qu'ils n'ont pas de musée. Il y avait cette présomption d'incapacité, comme on dit, de toute façon, ils ne vont pas réussir à s'occuper de leur propre patrimoine, etc. Tout ça est tombé parce qu'on a vu, d'abord, à Cotonou, vous l'évoquiez, le succès extraordinaire de l'exposition des biens restitués, parce qu'on voit à Dakar, à Kinshasa, des musées nouveaux, modernes s'ouvrir, et surtout parce qu'on voit et on entend, y compris dans le cinéma, dans les jeunes générations, qu'il y a un intérêt très fort pour ce patrimoine. Ce n'est pas forcément de l'art.
c'est d'autres choses qui sont transportées avec ça. L'intérêt politique aussi, puisque, pour vous citer, on parle de restitution, décolonisation, justice sociale, justice patrimoniale, tout ça va ensemble, pour apaiser les rapports entre les anciens colonisateurs et l'Afrique et les pays spoliés. Il faut espérer que ça va apaiser. Ce sont les pays d'Afrique qui doivent décider si ça s'apaise ou non et si ça suffit, si ça leur suffit pour apaiser. Mais en tout cas, ce que ça fait, c'est une reconnaissance. On en parle, on met les sujets qui fâchent sur la table, qui fâchent les Européens. Et ça, c'est une décrispation. Et cette décrispation, c'est peut-être un pas vers l'apaisement. Bénédicte Savoie, merci beaucoup. Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale, c'était l'invité du journal. Merci. L'information continue sur nos chaînes. Merci à vous.